Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à la web rencontre de présentation du 12e programme pour les thématiques sensibilisation, suivi des milieux et recherche et innovation. Je m'appelle Christophe Brochier, je suis chargé de mission pôle numérique et politique de sensibilisation à la délégation à l'information et à la communication de l'Agence de l'eau. Alors, ce webinaire est le septième d'une série de 11 webconférences qui se sont tenues en partie tout au long de la semaine. L'après-midi verra se dérouler deux autres webinaires. À 14 heures, un webinaire sur la thématique du littoral et à 16 heures sur la réduction des rejets et sur l'importance de rendre les villes perméables. Le déroulement de la séquence. Alors, nous allons débuter, donc nous débuterons par une courte introduction afin de situer les thématiques au sein des enjeux du 12e programme. On présentera aussi succinctement les supports actuels et à venir qui portent l'information du programme. Et, et nous déroulerons ensuite donc la sensibilisation, dont j'assumerai la partie de présentation. Euh, Nous passerons ensuite sur le suivi des milieux qui vous sera présenté par Sylvain Joly de la direction de l'évaluation et de la planification. Puis la partie recherche et innovation qui vous sera présentée par Sylvie Arman-Moïse, qui est chef de projet à la direction de l'évaluation et de la planification. Nous terminerons par une rapide présentation de Rivage, notre nouvel outil. Rivage qui vous a été présenté lors de deux webinaires le 10 janvier dernier. Mais là, il y a une séance de rattrapage qui vous est proposée vendredi après-midi, si je ne me trompe pas. Comme vous pouvez le constater à l'écran, après chaque présentation, nous prendrons le temps de répondre à quelques questions. Et à ce propos, vous disposez d'un module questions-réponses en bas de votre écran Zoom, Q et R. Donc l'expérience a montré cette semaine que vous avez parfois beaucoup de questions, hein, elles sont nombreuses. Alors des collègues vont tâcher d'y répondre en direct, mais soyez rassurés, si toutefois nous ne vous répondions pas directement, pendant le webinaire, nous enregistrons en fait toutes les questions afin de pouvoir les compiler, les rapprocher et de vous mettre à disposition sur Internet ultérieurement et le plus rapidement possible une FAQ, les replays, enfin le replay et les replays des différents webinaires et le diaporama. Nous vous invitons à répondre maintenant à un petit sondage pour mieux vous connaître. Alors, on va laisser, il va être déclenché. On peut déjà dire qu'il y a à peu près 60% de collectivités et une vingtaine de pourcents en gros d'associations qui se sont connectées ce matin, des établissements publics de l'État, une dizaine de pourcents, et puis après, nous avons évidemment d'autres acteurs. Ok, tu peux mettre fin. Merci. J'arrête le partage de ça, hein. Pardon. Excusez-nous. Bon. Ah, je ne vois pas. Bref. Bien. La stratégie, donc les stratégies d'intervention. Donc le 12e programme a cet enjeu. Parmi eux, la mobilisation des acteurs locaux est un enjeu pour marquer l'importance de la gouvernance, des partenariats, de la connaissance et pour une meilleure mobilisation dans les territoires. Nous proposons donc ce matin de vous présenter une partie des outils et leviers pour la mise en œuvre des interventions. Le 12e programme, donc, qui rénove la politique
la politique territoriale, ce qui a été présenté lundi après-midi lors du webinaire, si toutefois vous vouliez revoir le replay ultérieurement quand il sera disponible. L'agence souhaite optimiser l'efficience des interventions du programme au niveau des territoires, donc à travers la politique territoriale, en renforçant la gouvernance, en développant des partenariats, en mettant en œuvre des programmes d'action de sensibilisation et en améliorant la connaissance des territoires. Les outils et leviers pour la mise en œuvre des interventions sont transversaux. Ils passent par des démarches territoriales. Ils permettent d'animer, de connaître le territoire et de sensibiliser. Alors, nous sommes aujourd'hui, nous vous présentons donc l'enjeu 7, une partie de l'enjeu 7, donc qui est mobiliser les acteurs locaux dans les territoires et favoriser la mise en place d'une gouvernance locale. Alors, comme évoqué à l'instant, on vous présente ce matin les leviers outils, développer la connaissance et éclairer les choix. Ce seront mes deux collègues qui prendront la suite. Et puis, pour ma part, je vais vous présenter la sensibilisation qui a pour but de mobiliser. Le document du 12e programme vous a été mis à disposition au mois de décembre. Ce document, donc la plupart d'entre vous connaissez déjà. Il est téléchargeable sur notre site internet. Il est structuré en 4 grandes parties. Je ne m'étale pas là-dessus. Il présente donc quand même les redevances, les dépenses, l'équilibre financier entre les deux, la structure, la stratégie d'intervention, pardon, et les documents de mise en œuvre. Et notamment dans les documents de mise en œuvre, vous retrouvez donc les modalités à travers les fiches actions thématiques, les règles générales, et puis les documents types et les outils. Alors, vous ne l'avez pas encore sur le site internet, mais au mois de mars, puisque nous y travaillons actuellement sur le site internet, nous allons vous proposer des entrées par grand type de bénéficiaires. Vous avez un aperçu ici qui vous est projeté du futur onglet Aide et redevances, du futur onglet Aide du site Aide et redevances, avec une trame commune par grand bénéficiaire qui présente donc les éléments clés, ce qui est important dans ce qui se passe entre l'agence et les porteurs de projets. Les aides, le détail des aides, une partie détail des aides. Ensuite, une partie pour la présentation des outils de mise en œuvre qui vous concernent. Et d'ici l'été, nous enrichirons la trame d'une partie de retour d'expérience pour vous présenter des exemples. Voilà, donc comme je le disais à l'instant, pour vous présenter les aides selon qui vous êtes, vous accéderez sur le site par enjeu, puis ensuite par objectif, pour pouvoir identifier les dispositifs d'aide qui vous correspondent. Le principe, un dispositif, une page web. Et sur cette page web, ensuite, vous retrouvez notamment les PDF, le PDF de la fiche action qu'on trouve déjà dans le document du 12e programme. Alors aujourd'hui, pour nos thématiques de la matinée, les fiches actions sont les suivantes. Donc pour la sensibilisation, pour la sensibilisation pour mobiliser avec 3 dispositifs et un dispositif qui est raccroché au partenariat technique et notamment que j'ai appelé ici le partenariat technique de sensibilisation lorsque nous mettons en place une convention de partenariat pour la sensibilisation. Mais nous reverrons ça tout à l'heure, je vais le détailler. Pour le suivi des milieux, c'est SUI 1, surveiller la qualité
et la quantité de l'eau et des milieux. Et pour la recherche et innovation, RDI 1, favoriser la connaissance générale et la recherche et l'innovation. Bien. Il est important, donc, vous avez la possibilité de vous rapprocher. On vous a mis une diapositive avec les contacts des 5 délégations, hein, puisque l'Agence de l'eau a un siège à Orléans et une des délégations à Orléans, mais aussi sur le territoire, 4 autres délégations, euh, desquelles vous pouvez vous rapprocher pour eh bien, prendre contact et peut-être mettre en place un projet avec la délégation. Je vous propose de passer à la première séquence donc, de la matinée, la sensibilisation pour mobiliser. Donc, dans un premier temps nous permettra d'aborder les principes généraux hein, de la sensibilisation et transversaux. Et puis le second temps nous permettra d'entrer un peu dans les modalités. Bien, la sensibilisation, donc les principes. Donc, pourquoi sensibiliser? Eh bien, pour mobiliser, vous l'aurez compris, voilà, je vous le, enfin, tout de suite, je l'annonce, un dépliant, un événement isolé, en fait, ne sont pas considérés comme suffisants pour mobiliser, en fait, et pour sensibiliser. On soutient donc les stratégies territoriales qui favorisent l'atteinte des objectifs du programme et du SDAGE, avec comme objectif donc de développer des socles de compréhension entre acteurs et entre publics, développer donc la prise de conscience aussi et les échanges pour favoriser la mobilisation et la concertation et l'action partagée au bénéfice des enjeux de l'eau. On veut renforcer l'appropriation des notions fondamentales liées aux enjeux de l'eau. Alors comment avec le programme d'objectifs et les programmes d'action. Donc les programmes, on souhaite avoir des programmes d'objectifs pluriannuels et programmes d'objectifs qui prévoient donc les objectifs de sensibilisation en identifiant bien les publics cibles, et on va y revenir, les thématiques cibles, et puis les objectifs, enfin, faire ressortir dans les programmes d'action et dans les programmes d'objectifs les objectifs pédagogiques clairs. Et la question à se poser, c'est que veut-on faire évoluer chez la public cible? Voilà. On veut faire prendre conscience. Est-ce qu'on veut faire prendre conscience? Est-ce qu'on veut expliquer, marquer, mobiliser, favoriser, jusqu'à faire évoluer les comportements? Voilà. Donc, bien identifier public cible, thématique cible, et puis les objectifs pédagogiques clairs. Ce qui est visé par la sensibilisation, comme je vous le disais, il y a des publics cibles, et dans le programme, donc, tous les programmes d'objectifs pluriannuels de sensibilisation aidés au 12e programme, et par rebond, donc les programmes d'action annuels, visent par ordre de priorité les élus, le couple élu-technicien et les décideurs locaux, puis les usagers et riverains directement concernés par les projets, et enfin le grand public et les scolaires. Alors, comment, c'est la suite, comment sensibiliser, donc en favorisant l'action des acteurs locaux dans leur diversité au regard des enjeux prioritaires. Alors les enjeux prioritaires de leur territoire, enfin de vos territoires, et les enjeux prioritaires du 12e programme. C'est un croisement. Je le répète, c'est important. Une action de sensibilisation ne doit pas répondre à un objectif du programme. Pardon, une action de sensibilisation doit répondre à un objectif de programme
du programme d'objectifs pluriannuels, et une plaquette ne suffit pas pour mobiliser. Une action seule ou ponctuelle ne suffit pas non plus à répondre à un objectif de sensibilisation. Il faut donc prévoir un bouquet d'actions, comme mentionné dans la fiche 1, et favoriser les actions qui vont vers des publics prioritaires. L'Agence de l'eau n'accompagne donc plus que des programmes d'objectifs de sensibilisation à 3 ans, et dans le cas présent jusqu'au 31/12/2027, voilà, qui marque la moitié du programme, hein, et la révision du programme à fin 2027 pour 2028. Alors, on veut que ce soit ambitieux pour accompagner principalement les priorités locales et les priorités du 12e programme. On veut que ce soit mobilisateur à l'échelle d'un territoire cohérent, vous l'aurez compris, et qui favorise donc la concertation, l'émergence d'un dialogue territorial, la mise au point de solutions partagées et pérennes à des échelles cohérentes au regard des enjeux locaux. Et, je le répète, avec des objectifs pédagogiques clairs. Alors, pourquoi des aides pour sensibiliser? Je vais vous montrer un petit schéma. Donc, on a un territoire sur le bas de l'écran. On veut une première strate, hein, qui va soutenir les démarches territoriales, qui favorise l'atteinte des objectifs du stage avec le programme, qui permettent de mettre en œuvre le programme. Et donc, les territoires sont différents, ils ont différentes problématiques. Et c'est à travers ce soutien des démarches territoriales, à travers la sensibilisation qui s'intègre dans la stratégie, hein, que l'on veut intervenir. On a une seconde strate qui et des dispositifs qui correspondent bien sûr, qui permet de renforcer l'appropriation des notions fondamentales dont je parlais tout à l'heure, au bénéfice donc des priorités du 12e, toujours, et des enjeux locaux. Voilà. Là, c'est une démarche progressive et répétée. D'où la projection à 3 ans, ce qui vous permet de prévoir les choses à 3 ans et de déployer chaque année. Une autre strate, on veut garantir la qualité et la cohérence des actions d'éducation à l'environnement, et en articulant donc les moyens avec d'autres financeurs publics de l'éducation à l'environnement. Et puis, alors, oui, j'y reviens. Donc, pour soutenir les démarches territoriales, ça se trouve dans la fiche 1, programme d'action de sensibilisation dans le cadre de démarches territoriales. Pour renforcer l'appropriation des notions fondamentales, on va trouver ça dans la fiche action par 4 qui permettent de mettre en place des programmes d'action de sensibilisation dans le cadre de partenariats conventionnés. Et ensuite, pour garantir la cohérence des actions d'éducation à l'environnement, cette fois-ci, on va retrouver ça dans la fiche INF 1, les projets régionaux d'éducation à l'environnement sur le volet eau. Et puis, dans la fiche action INF 1, vous allez aussi trouver la possibilité de faire une ou des actions de mobilisation de l'avis du public pendant les consultations sur le stage. Pour mémoire, il y a actuellement une consultation qui court jusqu'au 25 mai 2025 et il y a la possibilité de solliciter cette ligne, bien évidemment, puisqu'on est en pleine période de consultation sur les enjeux de l'eau 2028-2033. Les modalités d'aide, sensibilisation, la seconde partie de mon intervention. Alors, je viens d'en faire un peu le détail, mais ça donne ce tableau. On retrouve tout en haut donc la démarche, les programmes d'action dans le cadre des démarches territoriales, donc dans la fiche INF 1. C'est une aide prioritaire, alors j'y ai mis le pourcentage, une aide à 50% qui, dans
avec une majoration possible, hein, vous le voyez en bas du petit astérix, possible quand la région est un partenaire engagé dans la démarche territoriale. Le second dispositif, hein, les programmes d'action dans le cadre de sensibilisation, pardon, dans le cadre de partenariats conventionnés, pour des missions d'appui technique sensibilisation, s'appuie sur une fiche action donc, par 4, un partenariat 4, elle est aidée avec un taux prioritaire, 50%. La consultation de son côté s'appuie sur la fiche action INF 1, c'est un dispositif de la fiche INF 1 avec un taux d'aide maximale à 70%. Les projets régionaux d'éducation à l'environnement sur le volet eau sont aidés avec une aide prioritaire. On la trouve dans la fiche action INF 1 et c'est un taux à 50%. Pour le programme d'action de sensibilisation dans le cadre des démarches territoriales, alors, je vais me répéter un petit peu. Le programme d'action de sensibilisation, on veut qu'il soit ambitieux, mobilisateur à l'échelle de votre territoire, avec les problématiques d'un territoire, et donc au regard des enjeux locaux, on veut des projets qui sont lisibles, on veut que ça soit, enfin, il faut rendre perceptibles et clairs les objectifs du programme à 3 ans. La démarche prévoit donc une stratégie et des actions jusqu'à fin 2027, idéalement. On intègre des publics cibles prioritaires, hein, élus, élus décideurs, je me répète, euh, riverains et usagers, et ensuite le grand public et les scolaires. On décline les actions dans le temps en fonction des objectifs qu'on a définis. Alors, pour les accords de territoire, hein, le programme d'action de sensibilisation, il découle de la stratégie du territoire et il est validé par le comité de pilotage de l'accord de territoire. Dans le cadre des sages, le programme d'action est validé par la commission locale de l'eau. Ça fait bien partie intégrante de la stratégie. On sensibilise avec une stratégie. 50% des dépenses induites, alors ça ça fait partie des modalités, hein. On souhaite que 50% des dépenses induites par le programme d'action soient au bénéfice des actions de sensibilisation des élus, des techniciens et des décideurs. Voilà. C'est important de pouvoir enclencher et que ces acteurs-là se parlent et enclenchent ensemble des actions. D'où les 50% minimales. Pour les programmes d'action de sensibilisation, donc les partenariats conventionnés, le dispositif donc, qui accompagne la sensibilisation des publics prioritaires aux enjeux de l'eau, donc il y a signature de convention, hein, la part 4, dont on parlait à l'instant. Les objectifs de la convention, qui sont parfois cadres, sont partagés avec l'agence. Les programmes d'objectifs à 3 ans sont concertés et partagés avec Loire-Bretagne. Et puis les feuilles de route annuelles, finalement, déclinent le programme d'objectifs qui a été vu initialement voilà, au moment où on s'occupe de paramétrer la convention. On veut optimiser l'effet levier des actions de sensibilisation pour atteindre les objectifs du 12e programme. Et il y a une petite précision à apporter aux modalités, c'est que les missions d'encadrement, il est stipulé que les missions d'encadrement et d'animation de bénévoles, de fonctionnement interne, ne sont pas aidées. Alors oui, effectivement, nous n'allons pas accompagner les missions d'encadrement. Toutefois, les temps qui sont consacrés à chacune des actions du programme
de sensibilisation, on va prendre en compte les temps d'un directeur qui s'implique pour tant de jours sur les missions de sensibilisation, sur les actions de sensibilisation, pardon, et pareil pour l'animation et le fonctionnement le fonctionnement interne. Pour les projets régionaux d'éducation à l'environnement, sur le volet eau, donc une aide à 50%, le volet eau du programme d'action des projets régionaux d'éducation à l'environnement. Donc, généralement, sont associés d'autres financeurs de l'éducation à l'environnement et ou des structures animatrices porteuses d'un réseau ou pas, hein, d'un réseau régional d'éducation à l'environnement. Les actions du volet eau, on souhaite que les actions du volet eau soient négociées aussi annuellement avec l'agence de. Alors, dans les modalités, il faut que au moins 2 tiers des dépenses hein, sur ce dispositif. Le dispositif prévoit que 2 tiers des dépenses qui sont induites par le programme d'action, elles bénéficient, vous l'aurez compris, hein, je suis insistant, aux enjeux de l'eau et les actions de formation et de création de modules de formation sont destinées à des éducateurs, à des enseignants et à des apprenants. Voilà. Et pas plus d'1 tiers des dépenses du programme annuel d'action euh, sont les dépenses induites. Elles sont induites par l'animation du réseau, son état des lieux, la tenue de tableaux de bord, voilà. Et puis les actions transversales qui permettent finalement de coordonner la sensibilisation et notamment le volet eau avec d'autres thématiques environnementales. Voilà. Pour la consultation, j'en ai parlé tout à l'heure, mais donc le dispositif accompagne des actions ou des programmes d'action de mobilisation du public pendant les consultations organisées par le comité de bassin. Les actions sont partagées avec l'agence pendant la consultation et on veut bien évidemment pouvoir observer une feuille de route, hein, de ce qui est prévu. Voilà, on veut optimiser à travers les actions l'effet levier de mobilisation du public. On veut faire participer en renforçant aussi l'appropriation, tout en renforçant l'appropriation des notions fondamentales sur les enjeux de l'eau. Eh bien voilà, j'ai fini de présenter la partie sensibilisation pour mieux mobiliser. Des questions ont dû être posées et répondues. Alors, j'ai une première question, qui sont les décideurs locaux? Eh bien, les décideurs locaux, ça peut très bien être, alors, les élus, bien sûr, mais aussi les chefs d'entreprise et les décideurs de structures qui appartiendraient, qui seraient sur votre territoire et qui sont acteurs de l'eau. Préciser ce qu'est un territoire cohérent. Un territoire cohérent, c'est un territoire cohérent pour la gestion de l'eau. Oui, ce sont les bassins versants, c'est les territoires de gestion de l'eau, en fait, de cohérent. Répondre à l'enjeu. Pardon. Le territoire cohérent par rapport à l'enjeu à traiter. Le territoire, oui, qui est cohérent par rapport à l'enjeu qu'il faut traiter. Alors, faut-il un programme d'objectifs pluriannuel si l'action est déjà inscrite dans un CT? Alors, on parle de contrats territoriaux qui sont les anciens formats au 11e programme des démarches territoriales. Là, il y a des petits. Alors, je ne vais pas pouvoir répondre sur. Il y a différents cas. Sur un CT qui aurait été signé en 2024, je préfère répondre dans la fac
et être plus précis pour guider tout le monde. Euh, j'ai un peu peur de vous embrouiller plus qu'autre chose en répondant trop vite là-dessus. Dans le cadre d'un accord de territoire, doit-on avoir un programme de sensibilisation de 3 ans obligatoirement? Eh bien, est-ce qu'on doit avoir un programme de sensibilisation obligatoirement? J'aurais tendance à répondre que s'il y a besoin, mais c'est quand même mieux, voilà, d'emmener un maximum de gens et donc de sensibiliser et d'avoir comment dire, une culture commune et donc de mettre en place quand même pour emmener tout le monde et que tout le monde parle le même langage. Voilà. Et la sensibilisation, elle sert à ça. Elle sert entre autres à ça. Ou 6 mois, par exemple, c'est possible. Eh ben, 6 mois, oui, c'est possible, mais euh, c'est quand même mieux, comment dire, l'accord de territoire, il va être sur la durée, et donc accompagner les acteurs tout au long de la durée et de les faire monter en compétences et de rattraper les gens qui viennent se greffer, eh bien, il est préférable d'avoir comment dire, une stratégie de sensibilisation raccrochée à l'accord qui emmène tout le monde sur la durée. Une dernière question à laquelle je vais répondre, et puis après, vous l'aurez compris, on répondra ultérieurement. Illustrer la part 4 avec des actions concrètes. Ah, des actions concrètes, eh bien, par exemple, pour un partenariat par 4, donc une convention que nous aurions signée et qui va elle aussi s'étaler jusqu'au 31 décembre 2027, eh bien, ça peut aller d'organiser des sessions, des journées euh, entre élus où il y a où l'information finalement, la sensibilisation va permettre de leur donner un langage commun. Euh, euh, voilà, les notions fondamentales, qu'elles soient que que les notions fondamentales, que les gens se parlent entre eux. Voilà, on a quelques exemples enfin, sur le bassin Loire-Bretagne qui sont intéressants. Je vous engage à aller voir. J'en ai pas prêt, enfin comment dire, je ne l'ai pas diffusé. J'aurais pu. J'ai fait le choix de ne pas le diffuser aujourd'hui, mais sur le site, sur notre chaîne YouTube, et notamment sur les trophées 2023, hein, dans la playlist 2023, vous avez l'exemple d'un CPIE qui a mis en place des sessions pour que les élus interagissent avec un animateur, bien sûr, qui va les emmener à avoir une vue commune et comprendre l'intérêt eh bien, d'y aller ensemble et de se concerter, voilà, et tout en ayant un bagage commun. Voilà. J'espère avoir répondu. J'essaierai de mettre, hein, puisque c'est mon équipe qui va s'occuper de mettre en place les outils, les replays, les diapositives et puis les FAQ. J'essaierai de vous mettre aussi les vidéos, euh, cette vidéo-là, pour illustrer la sensibilisation dans la part 4. Voilà, je vais laisser... Ah, il y a d'autres questions? Pardon. Alors, est-ce qu'un module de formation pour entreprise est éligible à une aide? Un module de formation pour une entreprise est éligible. Alors, bah, non, vous l'aurez compris, euh, c'est bien une stratégie, c'est-à-dire comment on emmène le module, c'est un outil, ça va rester un outil
qui ne doit pas vivre. Comment dire, il faut qu'il y ait une intervention humaine, quoi. L'outil, il n'est pas en soi intéressant. Alors ensuite, je regarde l'heure aussi. Pour les actions d'éducation normale concernant les jeunes publics, écoles, collèges, lycées. Alors l'éducation à l'environnement, elle concerne tout le monde. C'est pas parce qu'il y a le mot éducation que c'est forcément des scolaires. On peut aller vers des publics évidemment adultes. Voilà. Et puis l'éducation à l'environnement. Y a-t-il un plafond d'aide? Alors, il y a un plafond d'aide. Il y a un plafond d'aide. Vous parlez de quoi? Alors, c'est. Tu as. Il y a un plafond d'aide dans les conventions de Ouais. partenariat pour 12 ETP au niveau régional. Ouais, c'est ça, il y a un plafond. Et après, pour les actions de sensibilisation, là, il n'y a pas de plafond d'aide, il y a une cohérence entre le demandé et le programme proposé. Donc, après, on juge si on finance l'ensemble des actions ou pas en fonction de la cohérence et de ce qu'il y a dans le programme et de ce qui est pertinent, ce qui nous semble le plus pertinent par rapport aux actions de sensibilisation proposées. Merci, Emeline. Écoutez, il est 10h38, je vais laisser la place. Merci pour toutes vos questions, elles sont nombreuses, je le vois, on va y répondre, comme je l'ai dit, ultérieurement. On va compiler tout ça et vous aurez des réponses dans les FAQ qu'on vous mettra à disposition. Donc, je vais laisser la place à Sylvain Joly qui va vous présenter le suivi des milieux. Hop, alors, surveiller la qualité et la quantité de l'eau et des milieux. Sylvain, c'est à toi. Merci Christophe. Bonjour à tous. Moi, je suis Sylvain Joly. Je suis chargé d'études sur la surveillance, notamment des eaux continentales au siège à Orléans. Donc, après ce volet sensibilisation, moi, je vais vous parler de la thématique de la surveillance de la qualité et de la quantité de l'eau et des milieux. Donc, que je parle de surveillance ou de suivi qualité-milieu, il faudra comprendre la même chose, en fait. On parle bien de suivi sur les milieux. Alors, et tout d'abord, un peu dans la même logique que ce que vous a présenté Christophe, on va y avoir deux grandes parties dans cette présentation. À la fois la partie sur les grands principes pour expliquer les types de suivi, les outils de suivi et la stratégie que vous pouvez mettre en place. Et la deuxième partie qui concerne les grandes modalités d'aide. Donc, je démarre justement sur les grands principes. Donc, alors, tout d'abord, en termes de surveillance, vous pouvez voir, enfin, vous voyez maintenant que en termes de suivi qualité, donc vous pouvez réaliser et mettre en œuvre des suivis qualité. Donc, comme vous le voyez ici, il existe différents types de suivi qualité, à la fois des prélèvements d'eau, de sédiments ou le recours à des échantillonneurs passifs. Donc ça, c'est plus pour l'aspect volet physico-chimique et chimique pour évaluer et diagnostiquer la qualité physico-chimique de l'eau ou des sédiments ou sur un autre support que sont les échantillonneurs passifs. Vous pouvez aussi avoir recours à d'autres outils techniques d'opération hydrobiologique, comme le recours à des poissons, des invertébrés adiatomés ou des diatomées ou des macrophytes que l'on retrouve dans le milieu, voire de la bactério. Ça, c'est plus sur le volet qualité. Et il y a aussi le volet du coup quantité à ne pas oublier parce que c'est directement corrélé à la qualité.
Et donc là, vous pouvez mettre en œuvre aussi des suivis quantité via des stations de mesure hydrologiques équipées pour justement mesurer les flux, les flux. Donc là, ces nombreux outils-là que vous pouvez, que vous connaissez certainement, vous pouvez les mobiliser. Donc dans cette diapo-là, j'ai volontairement pas été complet, hein, donc parce que sinon il y a un panel d'outils que vous pouvez mobiliser. Mais en tout cas, on les retrouvera après dans les différents dispositifs d'aide. Et le but pour vous, comme pour nous aussi agence, parce qu'on réalise aussi des suivis, c'est d'avoir une vision la plus intégrée, complète, et voire de croiser certains outils pour donner, pour avoir une meilleure représentativité des mesures et pouvoir apporter un diagnostic le plus fiable possible. En termes de, donc là, on a parlé des suivis. Maintenant, on parle des milieux pour arriver au suivi des milieux. Donc, il y a différents milieux que vous pouvez aller prospecter. Donc, il y a les cours d'eau qu'on retrouve sur le bassin, les plans d'eau, les eaux souterraines et les eaux littorales. Donc, en termes d'accessibilité, bon, sur les cours d'eau et plans d'eau, c'est assez simple. Sur les eaux souterraines, il y a trois, vous pouvez y accéder via des puits, via des forages ou des piézomètres ou éventuellement des sources. Et il ne faut pas oublier aussi le volet littoral, comme je l'indiquais. Donc, pour le coup, ce dont on va parler par la suite porte bien sur ces différents milieux. En termes d'objectifs par rapport à vos suivis que vous pouvez mettre en œuvre, comme c'est indiqué ici, ils doivent répondre à l'objectif principal qui rejoint d'ailleurs l'objectif de développer la connaissance pour éclairer les choix. En fait, les suivis que vous allez mettre en œuvre a pour but de vraiment répondre aux objectifs de reconquête de l'état des milieux, donc directement ce qui est indiqué par le stage. Et ce qu'on voit en dessous, c'est que les suivis vos suivis ont surtout une vocation à être en lien direct, indirect avec des actions que vous pouvez mettre en œuvre sur vos territoires. Donc là, pour le coup, principalement, c'est vous qui allez mettre en place ces suivis, hein, donc vous en tant qu'acteurs territoriaux, hein, aussi bien des établissements publics de coopération intercommunale, des conseils départementaux, des fédérations de pêche. Bon, je ne vais pas tous vous citer parce que vous êtes assez nombreux. Donc, pour répondre à ces objectifs-là, vous allez mettre en place différents suivis qui s'inscrivent dans des dispositifs que je présenterai par ailleurs et qui sont décrits dans la fiche action SUI 1. Et cette slide-là, pardon, a la vocation à mettre en parallèle les suivis que vous pouvez faire par rapport aux autres suivis qu'on fait, nous, notamment l'agence et aussi les partenaires de l'État, pour évaluer justement l'état des masses d'eau et apporter un diagnostic sur l'état des masses d'eau. Donc, pour justement réaliser cet état des masses d'eau, on se base, nous, agence, sur un programme de surveillance établi sur un cycle de 6 ans. Et voilà, c'est l'agence de l'eau et ses partenaires qui le réalisent. Et c'est pour répondre justement à la réglementation de la directive 4 sur l'eau. Donc, l'importance, c'est qu'il faut bien que vos suivis que vous pouvez mener, vous, localement, et nous, nos suivis à notre échelle bassin, soient bien cohérents et complémentaires entre eux. Donc voilà, c'est ce que je disais hein, par rapport à vos suivis. On vous attribuera des aides, enfin l'agence de l'eau vous accompagnera et attribuera des aides au 12e programme d'intervention. Donc comme il a été dit précédemment par Christophe, on se rejoint un petit peu, là il vous a dit que la stratégie de sensibilisation est importante. C'est un peu la même manière sur la surveillance, la stratégie des suivis est aussi importante. Et la première des choses, la première question que vous devez vous poser et qu'on se pose aussi nous, c'est bien définir la finalité du suivi, c'est-à-dire en quoi en fait vos suivis que vous allez mettre en place sont-ils vraiment utiles à l'action et surtout à l'objectif principal de reconquête de l'état des milieux. Ça, c'est vraiment essentiel. Dans votre stratégie, il est important de bien choisir, de sélectionner vos stations par rapport justement à cette finalité que vous avez définie en amont. Et pour cela, vous pouvez faire justement une synthèse de la connaissance déjà acquise sur le bassin versant que vous allez étudier, en étudiant notamment la chronique des résultats des données déjà acquis antérieurement, donc en faisant une analyse temporelle des résultats, et aussi une analyse spatiale
en vue de comparer les suivis que vous proposez par rapport à ce qui a été fait d'une part, et les autres stations qui ont pu être prospectées sur le bassin versant que vous étudiez, et dans lequel vous souhaitez améliorer la connaissance. Donc ça, c'est vraiment assez essentiel avant de mettre en place des suivis, Et enfin, le troisième item, c'est de pouvoir choisir justement des suivis pertinents par rapport à votre objectif. Alors, pertinent, c'est facile à dire, mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement? C'est qu'il faut qu'il soit un maximum représentatif par rapport à votre objectif. Et la représentativité se mesure notamment via la fréquence d'échantillonnage de vos suivis, donc le nombre de fois par année hydrologique, par année civile, ça dépend comment vous raisonnez, mais par le nombre de fois où vous allez intervenir sur le terrain pour faire des prélèvements, des échantillons, par une programmation aussi pluriannuelle de vos suivis, puisque en fonction des conditions hydrologiques, de la variabilité des milieux, eh bien, vous êtes obligé de vous adapter par rapport aux conditions climatiques, s'il y a des assecs ou d'eau. Ça, c'est aussi important d'avoir cette vision pluriannuelle dans l'idéal. Et aussi par rapport aux périodes choisies pour réaliser, les mesures sur le terrain. Et enfin, il y a aussi les contraintes de terrain à prendre en compte en termes d'accessibilité ou autres, et aussi les conditions pour que les outils soient utilisables. Donc ça, bien sûr, c'est en mettre en parallèle avec la variabilité des milieux. Et nous, à l'Agence de l'eau, on vous apporte déjà quelques prescriptions techniques pour vous appuyer là-dessus, pour vous accompagner dessus. Et les collègues aussi en navigation pourront aussi vous accompagner là-dessus pour choisir et vous aider dans la définition de votre stratégie. Donc, deuxième point, après avoir construit votre stratégie, dans l'idéal, c'est de pouvoir justement échanger sur la nature de vos objectifs de suivi, que vos suivis portent sur du diagnostic préalable, du suivi d'impact sur le milieu ou du suivi d'action ou du suivi en continu. En fait, l'idée, c'est vraiment de pouvoir partager vos stratégies à une échelle peut-être plus grande que vous-même, c'est-à-dire si vous pouvez la partager, par exemple, je sais que ça se fait localement, mais avec des conseils départementaux et aussi, bien sûr, avec les collègues en délégation pour pouvoir justement ajuster les suivis que vous proposez. Ça, c'est indispensable. Et vérifier aussi que les suivis que vous proposez, comme je le disais tout à l'heure, sont bien complémentaires par rapport au programme de surveillance de la directive 4 sur l'eau. Donc là, sur cette diapositive, vous pouvez voir que vos suivis peuvent avoir différents objectifs, en fait. Donc, ça peut être pour du diagnostic préalable, pour derrière mettre en place des actions, donc définir des actions, ou non, si les résultats ne permettent pas justement d'engager des actions derrière. Mais au moins, l'idée, c'est de pouvoir acquérir de la connaissance. Ensuite, ça peut être et là c'est la priorité, pour du suivi d'action, notamment pour faire un état initial avant et puis un diagnostic après les travaux pour évaluer les bénéfices sur le milieu. Ensuite, ça peut être du suivi d'impact sur le milieu, par exemple faire un amont-aval d'un rangé. Et enfin, un suivi en continu en lien avec l'effet du dérèglement climatique. Donc j'y reviendrai un petit peu plus tard. Donc en fait, quel que soit l'objectif de votre suivi, dans votre stratégie, il faut bien l'associer et qu'il y ait bien une cohérence entre ces objectifs, la période des suivis et la pertinence des suivis que vous mettez en place. Donc, je fais un peu d'érudite, mais c'est pas vrai. Je fais un peu d'érudite, mais c'est pour être sûr de bien faire passer le message. L'idée, c'est vraiment de vous appuyer aussi sur les prescriptions techniques qu'on met en place à l'agence et aussi, notamment, là, j'ai mis un lien sur le portail technique de l'OFB qui donne justement quelques conseils pratiques pour vous aider dans la mise en place de votre stratégie de suivi. Ensuite, le deuxième point, une fois que votre stratégie est bien définie, que tout est bien calé, au 12e programme en matière de suivi, on maintient, voire on renforce aussi la sélectivité des suivis, notamment avec les contraintes budgétaires au 12e programme.
Donc, en termes de priorisation des suivis, comme je le disais tout à l'heure, l'objectif principal, c'est que vos suivis soient mis en place, soient en lien avec des actions, que ces suivis soient ciblés, en fait, avec notamment des programmes d'action qui s'inscrivent eux-mêmes par exemple, dans des accords de territoire ou dans des SAGE ou dans des conventions partenariales. Donc ça, c'est le premier point sur lequel sera donnée la priorité. Deuxième possibilité, vos suivis peuvent servir aussi à du diagnostic préalable, là où il y a un manque de connaissances, par exemple sur une tête de bassin versant, où le lien pression-impact n'est pas encore établi. Donc là, vous pouvez proposer des suivis qui seront étudiés après derrière par nos collègues en délégation. Et pour faire le lien un peu avec ce que je disais tout à l'heure, avec le dérèglement climatique notamment, il faut que vos suivis locaux soient adaptés aux enjeux actuels, donc à vos problématiques locales de pollution et aussi futures. Et aussi futures. Donc ça, c'est la première règle de priorité. La deuxième règle de priorité qui s'applique, que l'on peut croiser, c'est en fait, il faut que les suivis que vous proposez soient prioritairement réalisés sur des masses d'eau identifiées en risque, donc dans l'état des lieux 2025. Donc là, vous pouvez voir une carte provisoire de l'état des lieux 2025 qui présente le risque global des masses d'eau cours d'eau. Donc c'est une carte provisoire parce que la concertation est en cours. Et donc ça, c'est vraiment la priorité qui sera donnée. Et sur chacune de ces masses d'eau, des objectifs sont donnés et à atteindre, notamment dans des documents de planification, que ce soit dans le SDAGE, et aussi dans des actions programmes d'action tels que le programme de mesure, des plans d'action opérationnels territorialisés, pardon, et le plan eau en fonction de vos objectifs localement. Donc maintenant, j'en viens à la deuxième partie qui concerne les modalités d'aide. Maintenant qu'on a vu la stratégie maintenant qu'on a vu la stratégie et les différents types de suivi, maintenant j'en viens aux modalités d'aide. Donc alors là, je vous énumère. Donc là, il y a les 5 dispositifs, les 5 grands dispositifs d'aide qui sont retranscrits dans la fiche action SUI 1 que vous pourrez trouver dans le 12e programme d'intervention. Donc, je vais revenir un par un sur les diapos suivantes. Donc, le premier dispositif, donc, qui porte surtout sur les eaux littorales et le milieu marin, dans le cadre de la directive 4 sur l'eau et la directive 4 stratégique pour le milieu marin, donc, il y a un taux d'aide à 80%. Donc là, c'est un petit peu spécifique parce que c'est surtout nous, agences, avec des partenaires aussi qui allons mener ce suivi-là. Donc, c'est pour surveiller justement les masses d'eau côtières et de transition au titre de la DCE. Aussi faire de la surveillance sur les sous-régions marines au titre de la DCSMM. Et aussi, on attribuera aussi une aide et un accompagnement pour la surveillance, notamment des plans d'eau de Nossac et Villeray au titre de la DCE. Donc ça, au 11e programme, l'établissement public Loire a pu réaliser justement des suivis sur ces retenues-là. Ensuite, pour en deuxième dispositif, donc il y a les mesures ponctuelles cette fois-ci de la qualité et de la quantité sur les milieux, donc que ce soit toujours sur des cours d'eau, des plans d'eau, des eaux souterraines cette fois-ci, donc qui sont prioritairement accompagnés sur des accords de territoire en lien donc avec des programmes d'action. Le mot action revient souvent. Donc l'agence de loi accompagnera à hauteur de 50%. Donc dans ces mesures ponctuelles-là, s'intègre tout ce qui a été dit précédemment, que ce soit des prélèvements d'eau, de sédiments, échantillons de mer passifs, tout ce qui est aussi hydrobiologie, physico-chimie. Voilà, ce qui compte, c'est que ça rentre dans le cadre de mesures ponctuelles. Et en termes de dépenses éligibles, on couvre en fait tout le volet acquisition de ces données ponctuelles, donc à la fois les opérations réalisées sur le terrain, généralement les prélèvements, ensuite tout le volet analyse et détermination au laboratoire, donc que ce soit des analyses physico-chimiques ou des déterminations hydrobiologiques,
Ensuite, il y a aussi le volet contrôle et qualification des données pour s'assurer de la fiabilité et de la qualité des données que vous avez pu réaliser. Et aussi, il y a le volet bancarisation et diffusion des données. J'y reviendrai plus tard. Ça, c'était pour les mesures ponctuelles. Un autre dispositif qui porte sur justement les mesures en continu, donc aussi bien quantitatif des débits, du niveau des nappes aussi, et de la température. Donc là, quand on parle de mesures en continu, il faut qu'on se mette bien d'accord, qu'on soit bien d'accord en termes de langage. On parle de données acquises à haute fréquence, c'est-à-dire avec une acquisition, on va dire, infrajournalière, notamment pour les températures, voire les débits. Donc, à bien distinguer des suivis qu'on dit pérennes, ce ne sont pas des suivis pérennes, c'est bien des suivis avec une forte fréquence d'acquisition. Et ces suivis-là sont nécessaires, notamment pour approfondir, améliorer la connaissance sous l'effet du dérèglement climatique. Donc là, l'agence de l'eau accompagnera avec un taux prioritaire de 50%. Donc en termes de dépenses éligibles, ça couvre aussi tout le volet acquisition des données en continu, y compris l'achat et la mise en place des installations, que ce soit l'équipement pour mettre en place des stations hydrologiques ou des piézomètres. Et on a souhaité limiter à 3 ans, pour le moment. On rediscutera au moment de la révision du 12e programme. Donc ça couvre, comme je le disais, en plus de la mise en place au départ, ça couvre aussi les opérations de terrain, la qualification des données, la popularisation et la diffusion. Ensuite, enfin, il y a deux autres dispositifs un peu spécifiques qui justement peuvent être aussi mobilisés, que vous pouvez mobiliser. Donc les suivis des objectifs spécifiques fixés dans le cadre d'un SAGE, notamment sur les points nodaux, les calculs de flux sont intéressants. Et il y a aussi, on a laissé aussi volontairement des mesures portant sur des suivis de produits phytosanitaires dans les eaux, dans le cadre du plan Ecophyto. Donc il y a Ecophyto 2030 qui a remplacé Ecophyto de plus. Mais voilà, on a voulu le laisser en termes pour cibler toujours ces suivis réalisés dans ce cadre-là. En termes de dépenses éligibles, il y en a pareil, on couvre tout le domaine du coût de l'acquisition des données et avec un taux prioritaire de 50%. Il y a d'autres aussi dépenses éligibles sur lesquelles l'agence de l'eau apportera une aide, donc qui sont en fait la centralisation et la bancarisation des données produites par d'autres structures. Moi, je vais essayer de faire simple. En fait, je prends un exemple. Et si un EPTB ou un conseil départemental ou un SAGE centralise les données, par exemple, d'une structure porteuse d'un accord ou autre, eh bien, ils peuvent mobiliser justement le forfait que vous voyez ici dessous, donc à 75 € par station et par an, s'il y a une catégorie de mesures réalisées, soit de la physico-chimie ou de l'hydrobiologie, ou par exemple des mesures de débit ou de niveau de nappe. Et ils peuvent aussi mobiliser le forfait suivant de 130 € par station et par an s'il y a plusieurs types de suivi réalisés, par exemple physico-chimie et hydrobiologie. Donc je sais que ça se faisait déjà au cours du 11e programme. Donc en fait, on reconduit cette opération-là sur le 12e. Et pour une slide qui permet de réaffirmer la volonté et le besoin qui est de justement de bancariser et de diffuser tous vos résultats issus de vos suivis. Donc que ce soit les données brutes et aussi les métadonnées associées. Quand je parle de métadonnées, c'est par exemple les listes hydrobiologiques quand vous mettez en place des suivis biologiques. Et l'intérêt, c'est qu'elles soient derrière bancarisées et surtout diffusées dans les bases de données nationales, parce qu'elles doivent être rendues publiques. Donc, via notamment pour les eaux souterraines, la base nationale ADES, accès aux données eaux souterraines, pour Nayad, les cours d'eau, plan d'eau, pour Cadrige, le littoral, enfin, je ne vais peut-être pas tous les citer, mais voilà. L'idée, c'est vraiment que c'est une obligation que toutes vos données soient bancarisées, et c'est pour cela d'ailleurs qu'on vous demande aussi une attestation de bancarisation au moment du sol.
Et aussi, au moment du solde, point important, quand vous déposerez, enfin, quand vous aurez finalisé vos résultats de mesure, c'est de fournir à l'agence une note synthétique justement pour valoriser vos résultats, qui a pour but de faire un bilan des points positifs de ce que vous ont apporté vos résultats de mesure et comment dire, de donner des perspectives, pardon, et des suites à donner par rapport au suivi que vous avez mis en place. Donc des suites à donner ou non par rapport au suivi que vous avez mis en place et par rapport à la finalité de vos suivis, par rapport notamment au lien avec les actions. Est-ce que les suivis vous ont apporté quelque chose, des bénéfices sur le milieu ou non? Donc, voilà ce que je pouvais vous dire sur la thématique de la surveillance des milieux. Maintenant, d'accord, il y a beaucoup de questions. Je vous laisse, très bien, il y a beaucoup de questions. On va essayer de prendre du temps pour répondre à vos questions. Alors, tac, tac. Alors, ouais, je vais regarder. Celle-ci, celle-ci, je crois. Ah non, c'est pas celle-là. Non, si, c'est si, c'est bon. Hop, j'ai changé. Pardon, excusez-moi. Hop. Alors, donc, il y a plusieurs questions. Bonjour, sur nos cours d'eau côtiers à minimum 80 mg par litre de nitrate et 2 mg en orthophosphate, y a-t-il toujours possibilité de financer notre suivi de la qualité des cours d'eau, sachant que malheureusement ces cours d'eau côtiers sont intégrés à une masse d'eau littorale considérée en bon état? Masse d'eau littorale considérée en bon état. Ah oui, c'est le lien. Voilà, je vais peut-être laisser, je suis pas sûr d'avoir la réponse. Je pense qu'il y a mes collègues en salle qui sauront certainement mieux répondre que moi à cette question-là. Financer, sachant que malheureusement ces cours d'eau côtiers sont intégrés. Si le suivi était réalisé dans le cadre d'un accord de territoire ou d'un contrat territorial, en effet, s'il n'y a plus d'accord et plus de contrat, il n'y a plus de possibilité d'activer le suivi dans ce cadre-là. Est-ce qu'il y a une possibilité autre? Ce sera peut-être étudié avec la délègue selon l'intérêt de la masse d'eau, mais a priori, non. Ouais. Il y a un webinaire littoral en début d'après-midi. Alors après. Donc alors, il y a après une question. Pour la surveillance des eaux souterraines, les aires d'alimentation de captage en font-elles partie et quels sont les outils d'alerte pour les consommateurs? Alors là, mes collègues répondront, mais pour compléter, mais oui, les aires d'alimentation de captage, pour moi, oui, ça en fait partie. Après, les outils d'alerte pour les consommateurs, je suis pas sûr de bien. Ah oui. On ne finance pas ces outils et on s'en. Ouais, on finance pas ces outils. Ouais. Ouais. Ensuite, il y a une autre question. Donc, quid des stations de suivi en continu pour la qualité? Donc sur les stations de suivi en continu pour la qualité, donc nous là-dessus, tout ce qui est, si on considère pour la thermie, on peut financer. Après, pour les autres types de suivi en continu, ça n'en fait pas partie. C'est pas prévu, c'est pas dans le périmètre. Je réduis ça, je regarde. Alors, s'il y a des questions, je vois il y a pas mal de questions assez techniques. On prendra peut-être, je pense, le temps d'y répondre dans la foire aux questions. Parce que là, je vois il y a une question assez technique. Stockage de ça, c'est autre chose. Oui, il y a une autre question. Quel est le montant minimum du projet de suivi? Est-ce que les opérations de jaugeage complémentaires pour conforter une courbe de tarage peuvent être financées dans le cadre du suivi en continu de débit, station de mesure installée? Si je comprends bien, les demandes d'aide doivent intégrer l'ensemble des suivis prévus sur 3 années.
Là, il y a plusieurs questions. Ils répondent ensemble. Ouais, répondre ensemble. Donc, le montant minimum du projet de suivi. Là, c'est, euh, c'est dans les règles générales. Là, je les ai plus en tête. Je sais plus, mais on pourra vous redonner le montant. J'ai plus en tête. Désolé. Est-ce que les opérations de jaugeage complémentaires pour conforter une courbe de tarage peuvent être financées dans le cadre du suivi en continu de débit? Station de mesure installée. Alors, ça dépend de la finalité aussi de vos suivis. Pour conforter une courbe de tarage, oui, pourquoi pas, si vous avez, enfin, j'aurais tendance à dire déjà, et d'une, ça dépend de la finalité du suivi. Encore une fois, si ça rentre dans le cadre précisé, avec des actions ou non. Et pour conforter une courbe de tarage, mais là, je sais pas si mes collègues, si vous voulez, ouais, ouais. Bah, on répondra plus précisément dans la fac, dans la foire aux questions. Si je comprends bien, les demandes d'aide doivent intégrer l'ensemble des suivis prévus sur 3 années. Eh bien, non, 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 non. Non, il n'y a pas d'obligation. C'est bien d'avoir une vision. Oui, je pense que vous réagissez par rapport au fait que j'ai dit qu'il y avait que l'intérêt c'était d'avoir une programmation pluriannuelle des suivis. Mais par contre, la demande d'aide n'est pas ne doit pas intégrer forcément l'ensemble des suivis sur 3 années. Ensuite, il y a une autre question par rapport au suivi dans le cadre des analyses HMUC. Ah oui, donc je ne l'ai pas précisé. Mais si vous réalisez des suivis dans le cadre d'analyse HMUC, ils seront pris en compte dans l'analyse HMUC et pas dans cette thématique-là de suivi milieu directement. Et là, c'est la question, c'était suite à l'analyse HMUC. Ah, suite. Ah, pardon. J'ai mal compris la question. On va la remettre. Mince. Du coup, pardon. Justement, c'est une fois que l'analyse HMUC est finie, est-ce qu'on peut continuer finalement ces suivis sur les débits par unité de gestion? Je pense que c'était ça la question. Ah, d'accord. Ok. Bah, s'il y a toujours, parce que l'idée, bah, oui. Pour vérifier qu'on respecte bien les besoins du milieu suite à l'analyse HMUC, est-ce qu'on continue de suivre ou pas? C'est une démarche territoriale, Ouais. avec des objectifs. C'est vrai que le but, c'est une connaissance plus précise du fonctionnement du milieu. C'est pour ça qu'on finance ces opérations-là. Donc, on voit le but de ce suivi, comment ça s'inscrit dans la démarche territoriale. Donc, en fait, la réponse est de savoir, oui, comment s'inscrivent ces suivis-là après étude par rapport à une démarche territoriale engagée. Alors, les coûts de personnel sont-ils pris en compte? Oui, ils peuvent être pris en compte. Je répondrai plus en détail dans la fac. Alors, note synthétique pour valoriser les résultats. Ah oui. Intervient-elle en plus des bilans annuels des maîtres d'ouvrage? Y a-t-il une trame produite par l'agence de l'eau? Donc oui, effectivement. Alors, donc c'est une note, je ne l'ai pas précisé, mais c'est une note technique de 2-3 pages, donc une note synthétique qui a pour but de résumer et de synthétiser un peu la plus-value de vos suivis, ce qui ont pu vous apporter ou non. Donc, si les bilans annuels permettent déjà de répondre à ces questions-là et de donner des perspectives, pas forcément nécessaire à partir du moment où vous avez transmis les éléments à la délégation. Et oui, effectivement, il y a une trame produite que l'on a produite et qui sera disponible sur Rivage. On peut encore. Ouais, parce que là, en termes de. D'accord. On va répondre donc, pour les suites des questions, parce qu'il y a pas mal de questions posées encore. Donc, on prendra le temps de répondre via la foire aux questions. Donc, voilà. Je vais laisser la main maintenant à ma collègue Sylvie, qui va vous présenter tout volet études recherche et innovation, pardon. Je remets, pardon. Hop.
Merci pour votre attention. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis donc Sylvie Hermann-Moïse et je suis chef de projet en charge de la coordination en matière de connaissances générales, recherche et innovation. Donc, le dernier volet de la matinée donc sera consacré à la partie donc l'autre partie du soutien au développement de la connaissance pour éclairer les choix. Donc, je vais commencer, donc, comme mes collègues, à vous présenter un petit peu les principes qui vont guider le soutien financier de l'Agence de l'eau. Donc, tout d'abord, peut-être une précision. En termes de connaissances, il y a une part importante de la connaissance qui vous a été présentée lundi dans le cadre des démarches territoriales, puisque toutes les études d'aide à la décision qui vont être liées à ces démarches territoriales, c'est-à-dire la partie diagnostic initial des enjeux liés à l'eau, la partie donc suivie de la mise en œuvre des actions et de leurs résultats, ont été abordées lundi matin dans la séquence dédiée aux démarches territoriales. Donc là, aujourd'hui, je vous présenterai donc cette partie connaissance générale à caractère scientifique et technique, qui est une autre dimension de la connaissance qui est complémentaire aux études de territoire, et le soutien donc à la recherche et innovation, incluant bien sûr le partage et le transfert de la connaissance. Le leitmotiv que l'on va avoir effectivement ici, comme mes collègues l'ont dit également pour la partie sensibilisation et suivi des milieux, il y a donc une finalité commune à toutes les actions que l'on va soutenir, c'est donc celle de permettre des actions efficaces et efficientes pour atteindre les objectifs environnementaux d'usage. Donc, cette finalité, ça va être la boussole qui va guider la stratégie de l'Agence de l'eau en matière de soutien à la connaissance. Donc, les études que l'on va financer doivent donc répondre à un ou plusieurs enjeux qui ont été définis dans le 12e programme, c'est-à-dire elles vont pouvoir s'intéresser à la qualité et la fonctionnalité des milieux aquatiques, des milieux humides, marins et à leur biodiversité associée. On va également pouvoir avoir des études concernant la lutte contre les pollutions donc de toute origine. Également s'intéresser aux enjeux concernant la gestion résiliente, sobre et concertée de la ressource en eau, l'alimentation en eau potable, et puis donc le bon état des eaux et des milieux marins et littoraux. Quand on parle d'études de connaissance générale ici, donc comme je vous l'ai dit, c'est la connaissance scientifique et technique, notamment connaissance donc des milieux, de leur fonctionnement, également connaissance donc des usages et des pressions impactant ces milieux, et de tout ce qui concerne aussi les liens entre les actions, les pressions et la qualité et l'état des eaux. En matière de recherche et innovation, comme le but d'acquérir de la connaissance, c'est derrière de pouvoir mettre en œuvre des actions. Donc, on va soutenir la recherche à finalité opérationnelle, donc qui va être liée à des thématiques ou des spécificités géographiques du bassin Loire-Bretagne,
On se limite donc aux spécificités géographiques ou thématiques du bassin de la Bretagne, puisqu'il y a une répartition des rôles entre les agences de l'eau et l'Office français de la biodiversité. Et donc l'OFB va de son côté donc soutenir les projets de portée nationale. La recherche sur les procédés de traitement donc pour le 12e programme ne sera pas éligible. Essentiellement, c'est vraiment des choix de priorité. Donc ça, c'est un petit peu les principes en matière de priorité. Donc l'appui aux différents sujets émergents ou en déficit de connaissances pour orienter l'action sera une priorité pour l'Agence de l'eau. Au 12e programme, plus encore qu'au 11e, et je veux dire dans la continuité, on va encourager tout ce qui est approche transversale. Donc approche transversale dans toutes ses dimensions. Tout ce qui va être mise en cohérence, enfin petit et grand cycle de l'eau, la cohérence amont-aval, les liens terre-mer, et également tout ce qui va être approche en sciences humaines qui vont se mettre en complément des expertises techniques. Bien sûr, face au dérèglement climatique, ce que l'on souhaite, c'est que ces études aussi puissent développer des visions prospectives donc dans ce contexte particulier. Et je le redis, donc on va favoriser donc l'utilisation des leviers sociologiques et économiques pour faciliter le passage à l'action. Donc là, on parle effectivement d'acquisition de connaissances nouvelles, mais tout ce qui est partage et transfert de connaissances va être vraiment quelque chose de très important. Quelquefois, il vaut mieux utiliser et faciliter l'utilisation de la connaissance déjà acquise, au-delà d'acquérir donc de nouvelles connaissances. Pour ce faire, donc comme mon collègue Sylvain vous l'a indiqué tout à l'heure, tout ce qui est les données de la surveillance, par exemple des milieux, vont être bancarisées, elles vont être diffusées sur les portails nationaux. Toutes les études que l'on va financer ou que l'on porte en maîtrise d'ouvrage directe sont diffusées sur le portail documentaire Eau et Biodiversité qui est géré donc par l'Office international de l'eau et l'Office français de la biodiversité. Et donc, en complément, donc, on va financer donc, les colloques scientifiques et techniques et la valorisation des résultats de la recherche et de l'innovation. Donc là, je vous ai présenté les principes et les priorités. Vous avez pu voir que je suis restée quand même assez générale et on est sur des grands principes, puisque notamment en matière de connaissances nouvelles, il y a beaucoup, je veux dire, de cas particuliers. Et donc, je vous invite vraiment à présenter, lorsque vous avez des projets, à les présenter le plus en amont possible à vos interlocuteurs en délégation régionale qui vont pouvoir, vous guider et vous indiquer donc de façon plus précise si ça répond donc aux priorités et aux enjeux de l'agence de l'eau. Quelquefois, on peut simplement avoir à réorienter un petit peu un projet, à le compléter par quelque chose qui n'aurait pas été vu au départ. Voilà, mais il y a vraiment, c'est vrai que chaque projet va être particulier et il va y avoir donc souvent donc des échanges avec vos interlocuteurs en délégation régionale. Donc maintenant les modalités un petit peu plus précises, les modalités d'aide. Donc en fonction des dispositifs, on va avoir à la fois les études de connaissances générales et la recherche et innovation qui va être financée
à un taux prioritaire de 50%. Les colloques scientifiques ou techniques, la valorisation des résultats de la recherche vont être financés à un taux d'accompagnement de 25%. En matière notamment d'innovation, si cette innovation est portée par des structures qui sont des structures qui sont soumises à l'encadrement européen des aides publiques aux activités économiques, on va prendre bien sûr en compte donc le taux maximum va être limité par cet encadrement européen des aides. Pour les projets donc connaissances, recherche et innovation, quand c'est un projet où on fait appel à une prestation externe, c'est bien sûr le coût global du projet qui en prend en compte. Souvent, par tout ce qui est porté par des organismes, par exemple par des organismes scientifiques, lorsque les projets sont réalisés en interne, comme pour le 11e programme et comme ce qui est fait de façon générale, on ne va pas pouvoir prendre en compte dans les dépenses éligibles tout ce qui est relatif au personnel permanent. On ne finance pas, le fonctionnement normal de l'établissement, donc tout ce qui est salaire des fonctionnaires d'État ou contractuels ayant un contrat de droit public en CDI avec une structure publique d'État, donc ne pourra pas être pris en compte. On prendra en compte tout ce qui va être donc les frais de personnel pour les projets particuliers, notamment par exemple ça peut être des thésards, des personnes en CDD, ou voilà tout ce qui est hors personnel permanent. Il y a un plafond de prise en compte de ces frais de personnel, avec donc comme pour l'ensemble des études financées par l'agence, avec un plafond pour les salaires de 72 500 € par an par équivalent temps plein et un forfait d'accompagnement qui est pris en compte de 12 000 € par ETP. Pour les colloques, pareil, on ne peut pas prendre en compte les salaires du personnel de l'établissement organisateur. Par contre, on prend en compte les frais, les autres frais. Donc voici pour ce cadre concernant la connaissance générale, la recherche et l'innovation. Je ne sais pas s'il y a eu des questions. Je suis en train. C'est l'autre. Voilà. Je peux te la lire si tu veux. Il y en a une derrière. Voilà. De voir ce qu'il y a. Il n'y en a qu'une, c'est la dernière. Il y a une question. Alors, est-ce que des approches innovantes d'intelligence artificielle pour l'analyse des données bancarisées sont éligibles au soutien de l'Agence de l'eau en complément de la collecte des données? Là, il n'y a pas. Il faut vraiment voir le projet. C'est quelque chose qui, sur son principe, peut être tout à fait éligible à nos aides. Il faut vraiment voir comment ça s'inscrit. Là, je vous invite à effectivement à vous rapprocher de votre interlocuteur pour regarder plus précisément. Et c'est vrai que tout ce qui est, on voit de plus en matière d'innovation, bien sûr, comme pour les autres secteurs, on voit de plus en plus l'intérêt des approches liées à l'intelligence artificielle. On a eu beaucoup aussi dernièrement le soutien au développement de tout ce qui est bio-indicateurs en matière de surveillance. Parce qu'effectivement, on a des résultats intéressants qui viennent en complément des mesures habituelles en matière de surveillance. Donc ça, c'est quelque chose qui s'est développé.
Et l'IA, effectivement, en fait partie. En matière environnementale, il peut y avoir des choses intéressantes. Ouais. Là, je pense que c'était effectivement la seule question. Non. Ah, je ne les vois pas. Alors, est-ce que mes collègues peuvent... La dernière, bonjour, les suivis. Ah, sur les suivis. Alors, les suivis, inventaires, cartographie concernant les espèces exotiques envahissantes sont éligibles dans le cadre des suivis présentés dans ce webinaire, ou est-ce que cela sera abordé dans le webinaire demain matin? Ce sera abordé dans le webinaire de demain matin, mais ce n'est pas éligible. Voilà. Donc, j'espère, voilà. Donc, effectivement, je répète, si vous n'avez pas entendu ma collègue, donc ça sera bien, la question sera bien abordée demain matin, mais on peut d'ores et déjà vous indiquer que ce type d'opération n'est pas éligible. Je me tourne vers le, il n'y a pas d'autres, voilà, d'autres questions, mais je pense que c'est ce qu'on a vu ces dernières années, c'est-à-dire que voilà, là il y a des principes qui vont guider l'action de l'agence, et derrière vraiment regarder projet par projet et vous rapprocher le plus en amont possible de vos interlocuteurs. S'il n'y a pas d'autres questions, nous allons passer à la partie en complément, mais qui va être vue de façon assez rapide, puisque c'est quelque chose pour lequel il y a déjà eu une séquence dédiée et sur lequel il y a déjà eu une séquence dédiée. Donc, ça concerne donc notre nouvel outil pour les demandes d'aide, l'outil Rivage. Donc, il y a eu un webinaire de présentation le 10 janvier. Vous pouvez donc, depuis également ce 10 janvier, déposer vos demandes d'aide en ligne. Il faut simplement, j'attire votre attention sur le fait qu'en amont de la demande d'aide, on va vous demander de créer un compte. Pour créer un compte, pour des raisons de sécurité, il y a un échange postal pour vérifier donc la, comment dire, comment dire, le fait qu'on s'adresse au bon interlocuteur. Donc il y a des échanges postaux et ensuite donc le dépôt de demande d'aide. Pour demander votre aide, vous accédez donc depuis le site Aide et redevances de l'Agence de l'eau. Sur la droite, vous verrez donc sur ce site, il y a en un clic, vous pouvez accéder donc à Rivage, gérer vos demandes d'aide au 12e programme. Et là, vous aurez accès notamment au mode opératoire, aux études de compréhension. Pour tout ce qui est suivi des milieux, connaissances environnementales, recherche et innovation, donc c'est la thématique 10 qui porte le même nom. C'est quelque chose qui vous a été dit dans les autres séquences, donc désolé pour ceux qui suivent plusieurs séquences, donc, mais pour les autres, simplement pour vous indiquer, donc pour déposer donc une nouvelle demande d'aide, on utilise donc cet outil Rivage. Pour les demandes de versement pour des aides qui ont déjà été accordées, donc vous serez guidé par le site internet et donc il vous faudra utiliser donc l'ancien outil pour les aides antérieures et sinon le nouvel outil. Mais ça, vous serez vraiment guidé sur le site internet. Si vous êtes concerné par des mesures donc si votre projet a été déposé au cours du 11e programme,
Donc, vous avez pu recevoir une autorisation de démarrage pour les projets dont les travaux étaient déjà engagés. Donc, vous garderez bien sûr le bénéfice de cette autorisation de démarrage. Pour pouvoir conserver donc le bénéfice de l'autorisation de démarrage, il faudra simplement penser à déposer votre demande donc dans le nouvel outil avant le 31 mars 2025. Voilà, donc pour l'instant, voilà pour cette séquence. Donc effectivement, qui a eu trois volets un petit peu différents. Donc je vous remercie de votre attention. Donc on vous a donc ce webinaire sera bien sûr disponible en replay sur nos sites internet. On y ajoutera une foire aux questions qui pourra donc contenir effectivement la réponse aux questions auxquelles donc nous n'avons pas pu répondre donc dans les temps impartis, et quelquefois donc des questions un petit peu précises qui seront regroupées dans cette foire aux questions pour pouvoir vous apporter des compléments. Et donc je vous remercie, et donc à 14 heures pour ceux que cela intéresse sur la partie pour la séquence consacrée au littoral. Et donc ensuite, donc en milieu d'après-midi à 16 heures, la séquence consacrée à la gestion des eaux pluviales et à l'assainissement. Merci à vous et bon appétit.